En quelques mois, Microsoft et Google ont lancé de nouvelles puces quantiques. La start-up américaine D-Wave a annoncé avoir atteint la suprématie quantique, même si ça a été légèrement controversé. Nvidia a consacré pour la première fois une journée spéciale à la technologie durant son événement annuel. Les annonces se multiplient pour le secteur et l'une des difficultés parfois, quand on est journaliste comme moi, c'est de faire le tri entre ce qui relève d'annonces qui vont vraiment bouleverser les choses et de ce qui relève plus de la hype. Et donc j'ai justement l'occasion de vous poser la question à chacun d'entre vous, peut-être une avancée particulière pour le secteur ces dernières semaines, ces derniers mois qui est particulièrement marquante pour vos entreprises aussi. Vous avez le droit de répondre, bien sûr. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Georges, fondateur de Pascal. On fabrique des ordinateurs quantiques comme Valérian, comme Candela. Donc moi ce qui me frappe dans cet écosystème, c'est qu'effectivement les choses vont extrêmement vite. Il y a des annonces dans tous les sens, il y a des progrès technologiques, il y a des progrès applicatifs. Alors des fois il faut faire un peu le tri entre le grain et l'ivraie. Il y a des fois des gens qui s'enflamment un petit peu sur les avancées. Mais moi, je préfère avoir le côté optimiste. C'est-à-dire que depuis que je suis dans le quantique, la chose que je constate, c'est que les échelles de temps se rapprochent. Tout arrive toujours plus vite que ce qu'on a pu anticiper, même en étant optimiste. Alors oui, il y a beaucoup d'annonces. Je pense qu'Olivier pourra expliquer quelles sont les limites ou quels sont les éléments de contexte. Mais globalement, ça avance et on se rapproche de... Ouais, ça progresse très vite. Valérian, je sais que Candela a publié assez récemment un article scientifique sur justement une technologie pour améliorer la fiabilité des ordinateurs quantiques. Exactement. Et nous en dire quelques mots. Donc je rejoins ce que dit Georges, il y a une communauté qui va beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu, beaucoup de nouvelles, par exemple chez Candela, merci de poser la question, on a montré qu'en fait on pouvait encore optimiser finalement l'architecture, la façon dont on va pouvoir faire les ordinateurs quantiques, la façon dont on va pouvoir faire des machines, corriger des erreurs. Et donc il y a quelques semaines, on a publié un article en fait qui montre que en utilisant finalement tous les atouts de la technologie de Candela qui repose en fait sur le photon, donc la particule de lumière et des semi-conducteurs, on est capable en fait théoriquement, donc maintenant il reste à le faire, de faire des ordinateurs quantiques corriger des erreurs qui sont à peu près 1 million de fois beaucoup plus efficaces que nos équivalents aux États-Unis, qui eux lèvent des centaines de millions de dollars. Nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est que il va certes falloir lever, mais beaucoup moins, et avoir le même résultat grâce en fait à une technologie plus efficace. Merci beaucoup. Olivier, vous me parliez quand on échangeait pour cette table ronde que pour vous, la puce de Google était un événement assez majeur dans le secteur, cette nouvelle puce appelée Willow, je crois. C'est un des éléments. Je voudrais préciser une chose, c'est quand on parle d'ordinateur quantique, on ne parle pas d'une seule machine, on parle de plein de technologies différentes. Et cet univers assez particulier, quand on le compare au numérique classique, c'est que c'est un domaine où il y a beaucoup de diversité technologique. Entre les atomes de chez Pascal, les photons de chez Candela et les circuits électroniques de Google ou d'IBM ou de Alice Bob en France, ça n'a rien à voir. Donc c'est comme si on parlait de technologies d'ordinateurs totalement différentes, avec des composants totalement différents. Et ce qui est sidérant effectivement, dans ces derniers mois, ces 12 derniers mois, c'est qu'il y a eu des progrès dans chacune de ces catégories. Tout ce que tu as évoqué, tout ce qu'il y a eu du côté des atomes, où on s'est rendu compte par exemple que les atomes, on pouvait les programmer, alors qu'avant, il y a 2 ans, on n'en parlait pas. Et Google, effectivement, a fait un progrès assez intéressant il y a quelques mois, donc fin 2024. Ils ont montré qu'on pouvait faire ce qu'on appelle la correction d'erreur, c'est-à-dire corriger les défauts qui sont connus dans les qubits de leur type, qui sont des qubits supraconducteurs, et montrer qu'on pourrait, à terme, faire des machines qui seraient capables de délivrer la promesse du calcul quantique, dont on va peut-être parler, mais qui est de réellement permettre de faire des calculs qui sont aujourd'hui inaccessibles aux ordinateurs classiques. Alors justement, sur ce terme, pendant longtemps, on parlait de suprématie quantique, qui est donc cette idée qu'un ordinateur quantique réalise un calcul qu'un ordinateur classique est incapable de faire. Aujourd'hui, vous parlez davantage dans l'industrie d'avantage quantique. Est-ce qu'on peut définir un peu cette notion et pourquoi c'est important en fait de repositionner le Graal du secteur là-dessus plutôt que sur la suprématie? Il y a 2 termes effectivement qui sont utilisés parfois à tort et à travers. La suprématie quantique est un terme qui a été inventé par John Preskill, je crois, en 2011. Il correspond à la capacité d'une machine à réaliser un calcul qui sert à rien, potentiellement,
mais qui est inaccessible à une machine classique. Et très souvent, ce sont des calculs aléatoires, en fait. Il n'y a pas de données en entrée. Or, quand on est informaticien, on s'intéresse à la résolution d'un problème où il y a des données en entrée et des données en sortie, qui sont utiles. Et là, on rentre dans la notion d'avantage quantique. Par contre, l'avantage quantique, il a plusieurs définitions. Historiquement, on s'est beaucoup attaché à la notion de rapidité de calcul. Donc, faire en sorte d'aller plus vite sur une machine quantique que sur une machine classique. Mais il y a d'autres définitions possibles, et c'est le cas d'ailleurs dans les études de cas qui viennent de mes deux voisins. On peut avoir des résultats de meilleure qualité, par exemple une meilleure précision si on fait une simulation chimique, et ça c'est très important pour les chimistes. On peut avoir aussi une capacité à obtenir un bon résultat, mais avec moins de données. Et on peut éventuellement avoir aussi une machine qui coûte moins cher et qui consomme moins d'énergie. Donc on a une combinaison de ces différents facteurs qui va de plus en plus être prise en compte pour évaluer cette notion d'avantage quantique par rapport à des machines classiques. Oui, Valérien. Et donc là-dessus, moi, ce que j'aimerais bien apporter dans la discussion, c'est pas un avantage où c'est binaire finalement. Moi, je dirais que il y a des avantages à utiliser, il y a de plus en plus d'avantages à utiliser des ordinateurs quantiques. Et je vais vous dire, je vais prendre l'analogie qui peut parler à tout le monde ici. Quand vous devez choisir entre le train et l'avion, vous vous posez la question, mais finalement, chacune de ces voies a ses avantages. Un qui est plus flexible, l'autre qui est plus confortable, etc., plus rapide. Mais finalement, on va arriver dans une phase où la cohabitation entre les moyens de calcul classiques et les moyens de calcul quantiques ont chacun leurs avantages. Alors l'avantage avec le quantique, c'est que c'est une techno émergente, et donc la quantité d'avantages augmente tous les mois. Au fur et à mesure où les plateformes sont améliorées, les algorithmes, les logiciels sont améliorés, on arrive à avoir de meilleures performances et donc à avoir de plus en plus d'avantages comparés au classique. Mais récemment, on a pu montrer lors du challenge Airbus BMW remporté par Candela qu'on avait de nouveaux avantages à utiliser du quantique, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle. On voyait qu'on avait des meilleures performances dans la classification de données. Là, on a très peu de données finalement. C'est un tout petit domaine de l'intelligence artificielle, mais qui est très important pour l'industrie. C'est pas celui des modèles larges, mais c'est celui où finalement on a des données stratégiques qu'on aimerait analyser avec des intelligences artificielles et on ne sait pas forcément le faire avec les technologies classiques. Et le quantique peut être une voie. Très bien. Georges-Olivier Raymond, vous me parliez que finalement on n'était pas si loin d'un moment ChatGPT du quantique. Alors est-ce que voilà, vous pourriez nous décrire à quoi ça peut ressembler, parce que j'imagine que ce sera sans doute pas une application aussi grand public que peut être l'IA générative, mais quand même. Ouais. Oui, tout à fait, c'est une bonne question et ça me permet de rebondir sur les points précédents. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et pour ajouter un élément de l'avantage quantique qui est important pour moi, c'est que le problème qui est résolu par la machine doit exister au préalable à la machine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inventer un problème que la machine sait bien résoudre et puis, comme par miracle, évidemment, elle le résout. Parce qu'en faisant ça, on ne fait pas beaucoup avancer le problème. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'avantage quantique, il va apparaître par application. On ne va pas adresser toutes les applications tout de suite, on va commencer par du spécifique. Et notre ChatGPT Moment, le moment où on aura un ordinateur quantique qui fait mieux que le classique sur la précision, sur le temps de calcul ou sur l'énergie, ça arrivera sur un cas spécifique. On pense qu'on est à 2-3 ans de ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va y arriver avec vous. C'est-à-dire que c'est vous qui avez les données, c'est vous qui avez les cas d'usage. Il va falloir que vous utilisiez les machines pour y arriver. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu avec ChatGPT. C'est des utilisateurs qui font émerger l'utilisation d'un nouveau hardware. La bonne nouvelle pour vous, c'est que le hardware, il est là, c'est que le logiciel, il est là. Vous n'avez pas besoin d'avoir une thèse en physique quantique pour programmer les machines. Et on a déjà des cas d'usage pour vous aider à comprendre comment ça marche et comment utiliser la machine. Oui, justement, vous étiez assez optimiste quand on discutait en disant qu'il n'y a pas vraiment de gros problèmes technologiques, de défis technologiques à résoudre. La technologie est là, il faut juste du temps et de l'ingénierie. Olivier Ezrati, je vous vois un petit peu sceptique. Est-ce qu'il y a quand même il reste quand même des petits hiatus à régler? Ce ne sont pas des hiatus, c'est un grand défi technologique. C'est un peu comme la fusion nucléaire ou d'autres domaines scientifiques. Il y a énormément de travail et on est dans un monde qui est passionnant pour l'ingénieur ou pour les scientifiques. C'est qu'il y a à la fois des défis scientifiques fondamentaux et expérimentaux et il y a aussi des défis plutôt qui relèvent de l'ingénierie, qui sont plus ou moins liés à ce que Georges évoquait. Donc tous ces défis sont mélangés. Il y a
devant nous au moins quelques années de travail avant d'arriver à livrer les promesses. Sauf que, contrairement à l'image d'Épinal qu'on a, il ne faut pas attendre 15 ans pour que ça marche. Ça va marcher progressivement. C'est-à-dire que petit à petit, on va faire de plus en plus de choses avec ces machines-là. On a une diversité, on a 90 acteurs juste du hardware dans le monde. En France, on en a 6. Donc cette grande diversité fait qu'on va arriver petit à petit à faire de plus en plus de choses. Alors le moment de ChatGPT, je vais revenir sur cette question qui est passionnante, c'est que ça va arriver effectivement par application. Alors moi j'en vois un qui est la simulation chimique. C'est-à-dire la capacité pour ces machines-là à faire des choses qui sont inaccessibles aux machines classiques. Et là, il y a vraiment des rêves à bâtir. Inventer de nouvelles thérapies, inventer de nouveaux procédés chimiques dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des batteries. On n'y est pas encore. Mais le jour où on fera ça... On est proche. On n'est pas ultra... Ça, c'est une question de point de vue. Mais il y a beaucoup de travail pour arriver. Mais le jour où on arrivera à faire ces choses-là que les machines classiques ne font pas, on va révolutionner des industries entières potentiellement. Mais ce n'est pas pour votre poste de travail ou pour votre smartphone. C'est fondamentalement un outil qui sera pour les professionnels, notamment pour des chercheurs qui font de la recherche appliquée dans les entreprises, mais ça peut avoir des impacts indirects. Mais au même titre que vous n'utilisez pas de GPU NVIDIA dans le quotidien. Vous ne savez pas qu'ils sont derrière les serveurs qui vous permettent de répondre à des questions sur ChatGPT. Donc le quantique sera caché quelque part dans le cloud, dans des serveurs, mais il rendra de très grands services à des grands utilisateurs. Et sur justement la simulation de matériaux chimiques, il me semble que vous avez un cas d'usage là-dessus avec EDF, non? Oui, tout à fait. Et si je voulais aussi, comment dire, survendre peut-être certains résultats, je pourrais dire que Pascal a déjà démontré un avantage quantique avec sa technologie. C'était en 2021. C'est un article qui a été publié dans Nature sur la science des matériaux. Comment utiliser l'ordinateur quantique de Pascal pour comprendre les mécanismes en jeu dans les propriétés des matériaux. Ils l'ont fait, mais bon, on l'a pas vendu comme suprématie. Et pour moi, ça répondait pas à la définition d'usage industriel. C'était de la recherche, on va dire, académique. Il y a un intérêt, mais c'est de la recherche académique. Aujourd'hui, on réutilise ces résultats-là, les outils qu'on a développés, pour travailler avec EDF. Donc là, c'est un usage industriel pour comprendre comment les matériaux au cœur des centrales, des réacteurs nucléaires, comment ils vieillissent, comment ils subissent la corrosion. Parce que ça, en fait, si vous voulez comprendre, c'est de la physique quantique. Et les modèles classiques qu'ils ont aujourd'hui, comme le disait Olivier, eh ben, ils ne savent pas faire parce qu'il y a la complexité, il y a l'explosion de la complexité quantique qui les en empêche. Et l'ordinateur quantique est parfaitement bien adapté à ça. Et ça, c'est vraiment un des premiers cas d'usage, voilà, la science des matériaux, qui sans doute fera ce ChatGPT moment. Vous vouliez peut-être développer aussi sur les cas d'usage, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais quand l'IA justement pourrait être appliquée, mais qu'on n'a pas les données, qu'on ne peut pas bien exploiter les données parce que c'est des données confidentielles ou difficiles d'accès. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, ces cas-là? Effectivement, là, on voit par rapport, on a des clients dans la finance, une filiale du Crédit Agricole, avec qui ils nous ont posé comme challenge de finalement les aider à développer des modèles pour faire de la prédiction ou de la classification de leurs clients en fonction de leurs données, de leur profil, est-ce qu'ils seront capables ou non de rembourser des dettes si jamais on leur accordait des prêts. Et donc en fait on a montré que par rapport aux données qui étaient assez minimes, puisque en France, en Europe, on a quand même des lois assez restrictives sur comment la banque peut détenir des données personnelles sur les personnes et faire du profilage, c'est quand même assez limité. On a montré qu'en fait avec le quantique on arrivait à des gains de performance de plus 10%, en fait, on multiplie d'un tiers finalement les performances de classification de ça. Juste pour dire, parce que je sens qu'Olivier après derrière il va me tomber dessus en sortant de la table ronde, c'est on a démontré ça sur des machines qu'on peut encore simuler sur des ordinateurs classiques. Donc même avec des très bons ordinateurs, on arrive encore à reproduire ce comportement, c'est ce qu'on appelle du quantum inspired, mais n'empêche que c'est une piste et on sait que derrière quand on va augmenter la taille des ordinateurs quantiques, on va commencer à accumuler les processeurs, les connecter les uns avec les autres, on sait que déjà ces algorithmes pourront fonctionner sur ces machines. Tu me dis si je me trompe, mais... Ah, ok. Justement, vous parlez d'algorithmes. Je crois qu'Olivier, vous vouliez aussi souligner qu'un des sujets, c'est aussi de savoir programmer en fait en quantique, que c'était pas une évidence. Est-ce que c'est là aussi un des points un petit peu
Oui, c'est clair. d'accro du développement de la technologie. Moi, j'ai connu par le passé, en m'intéressant à l'IA, le passage de la programmation classique au monde du machine learning et des réseaux de neurones. C'était déjà une disruption pour les développeurs. Et la disruption, quand on passe à la programmation d'un ordinateur quantique, que ce soit celui de Candela ou de Pascal, elle est encore plus importante. Donc ça veut dire qu'il y a des compétences à développer là-dessus. Mais je voudrais insister sur un autre point dont on ne parle pas encore assez. Aujourd'hui, quand on parle de progrès technique, on parle souvent du matériel. C'est-à-dire qu'on parle de la vitesse à laquelle Microsoft, Google et mes deux voisins progressent. Mais il y a tout un univers à côté qui est l'univers du logiciel. Et dans les outils logiciels, il y a des langages de programmation, il y a des outils de développement, il y a des outils dans le cloud, il y a des outils d'optimisation, des outils de distribution de calcul sur plusieurs machines. Et tout ça, c'est une industrie qui est en train de se construire et qui n'est pas aussi mature que celle du matériel. Et donc, ça veut dire quoi, d'un point de vue économique, justement, qui est le sujet du panel, c'est qu'il y a une construction en parallèle du monde du logiciel et du monde du matériel. Et ça, c'est très important, notamment à l'échelle européenne. J'aurais tendance à dire qu'on est un peu meilleur en hardware qu'on l'est en software. Et il va falloir qu'on se coordonne au niveau européen et même au niveau français pour construire des briques logicielles qui permettent de compléter les briques matérielles sur lesquelles on n'est pas si mal placé que ça. Donc c'est un vrai enjeu économique d'être bon dans les deux aspects. Parce que si vous regardez aujourd'hui qui sont les dominants dans le domaine de l'informatique classique, c'est les GAFA, les fameux GAFA. C'est surtout des boîtes de soft, même s'il y a Apple qui fait du hard, mais Google, c'est une boîte de soft, Facebook, c'est une boîte de soft, Microsoft, c'est une boîte de software. C'est des boîtes de logiciels qui dominent l'industrie. Et on parle moins du hardware aujourd'hui, qui est une commodité. Donc ce qui est très important, c'est qu'on soit bon dans les deux, à terme. Et aujourd'hui, ces boîtes de logiciels, elles sont plutôt de l'autre côté, dans le quantique, elles sont plutôt de l'autre côté de l'Atlantique? Il y en a des deux côtés, mais les gros acteurs aujourd'hui qui dominent le logiciel, c'est les boîtes de hard comme IBM, par exemple. IBM est très présent dans ce domaine-là, ils font les deux. Mais ils sont adoptés par leurs propres concurrents, avec leurs outils logiciels et leurs outils de programmation. Et donc, ça crée une tension vis-à-vis du marché européen. Et donc, c'est très important que chacun développe ses briques logicielles, mais à la limite qu'elles deviennent communes. C'est-à-dire qu'il y ait des points communs entre les différents acteurs du matériel européen pour qu'on aille de manière unifiée face aux Américains qui ont une offre qui, aujourd'hui, se construit avec une forme de dominance potentielle. Est-ce que... Oui, et là-dessus, je pense qu'il y a un constat. Donc, il y a eu le plan quantique avec un investissement d'à peu près 1 milliard de la part de l'État pour flécher justement et accélérer dans le développement des techno-quantiques. Ça, c'était en 2021. On arrive en 2025 aujourd'hui. On voit qu'on a des acteurs qui sont positionnés sur la ligne de départ, mais c'est encore une course assez longue. Si on veut continuer à jouer la course du quantique, parce que je dis ça parce qu'il y a sûrement... la ministre Clara Chapas qui ne doit pas être loin ou qui ne devrait pas tarder. Si on veut continuer à jouer au niveau de la course des technologies quantiques au niveau mondial, c'est le moment d'accélérer, pas de ralentir, mais vraiment d'accélérer, parce que la vitesse actuelle, on voit qu'elle est bonne, mais on peut encore aller plus vite. Là, on voit que les États-Unis et la Chine, eux, ont accéléré déjà sur les derniers mois. Donc il faut qu'il y ait un réveil politique et industriel à ce sujet-là. Oui, et moi je me permets de rebondir. C'est une discussion, on m'avait dit, sur ce qu'a dit Olivier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le calcul classique, c'est pas mal dominé par le logiciel. En fait, c'est un marché qui est mature, et ça a pris du temps. Au début, c'était vraiment le hardware qui faisait la différence. Et si on regarde ce qui se passe en IA aujourd'hui, l'acteur qui tire les ficelles là-dedans, c'est Nvidia, le fabricant des processeurs graphiques. Et en quantique, ça va être la même chose. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas encore de vainqueur technologique de hardware aujourd'hui, pas encore. Et on espère très fort que ce sera Candela et Pascal, évidemment. Donc il y a une vraie opportunité de créer, j'aime bien le dire, un Nvidia quantique, un équivalent en France, en Europe. Et ça, c'est vraiment des opportunités uniques. Ça va pas arriver plusieurs fois. Et en termes d'impact économique, croyez-moi, ça sera majeur. Et quand Olivier parle de logiciel, il ne faut pas que vous imaginiez qu'on est en train de développer un nouveau langage de programmation. Le logiciel, en fait, c'est de l'application, c'est l'usage. C'est comment vous allez utiliser la machine et sur quel cas. Parce que, in fine, le programme, il tourne sur une machine classique. Et oui, et c'est programmé en Python. Et ça, vous savez tous faire. Par contre, savoir quand appeler la petite bibliothèque au bon endroit pour résoudre le problème de graphe qui va vous permettre de gagner 10% sur une distribution d'électricité, ça, il faut le travailler avec vos données et c'est vraiment de l'application. Et encore une fois, voilà, on a tout ce qu'il faut pour ça. On a les librairies Python pour vous accompagner dans
dans ce chemin-là. Et c'est comme ça que tous ensemble, on arrivera à créer ce NVIDIA Quantique avec l'écosystème hardware et aussi applicatif logiciel qui va avec. C'était très court pour ce sujet, mais merci beaucoup de ces échanges.